Et puis un tonnerre d'applaudissements pour Jonathan Pass qui est avec nous là pour conclure hein, ce marathon des lives de l'Agora. Et je suis vraiment ravi de conclure tous ces lives avec toi, Jonathan, parce que on va un peu boucler sur énormément de choses qui ont été dites, qui ont été partagées. On va parler de positionnement, de posture en tant que freelance, comment passer freelance premium, monter en gamme, etc. Enfin, quelle est la mécanique intellectuelle, les stratégies, etc. Enfin, vraiment en parler ouvertement, toi et moi. Est-ce que, Jonathan, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux rapidement te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu, qui ne t'ont pas encore demandé en contact sur LinkedIn. Pour toutes ces Ah, personnes-là, est-ce que tu peux te présenter? si jamais, vous pouvez toujours le faire. Euh, Enchanté, hein. Donc moi c'est Jonathan Pat, fondateur donc, de Freelance Boost. Alors, pour faire un peu un historique, moi je suis devenu, alors j'ai voulu devenir freelance parce que j'étais dans une startup, je faisais de la création de sites internet et j'étais dans le pôle des développeurs. Et dans une autre salle, il y avait des commerciaux. Et je disais à mon patron, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe dans la salle des commerciaux, pouvoir rencontrer les clients. Parce que je suis très relationnel. Et après, après peut-être un an, 2 ans, en fait, je saturais un peu du fait d'être devant un ordinateur. Et du coup, je suis devenu freelance. Et donc, c'était il y a plus de 10 ans. Je me suis lancé vraiment à l'arrache, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai foncé, j'ai même pas réfléchi à avoir un financement. Et je suis allé, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Et la première année, c'était vraiment la catastrophe. Je bossais vraiment, je sais pas, 15 heures par jour parfois. C'était Ah ouais, vraiment d'accord, ouais, catastrophique. ouais. Mais en même temps, je suis un peu comme ça, j'ai besoin d'y aller à fond, faire toutes les erreurs possibles et apprendre très vite. Et j'ai très vite appris. Et très vite, j'ai eu envie de partager. Donc, en apprenant, j'ai progressé très rapidement. Et j'ai commencé à partager sur mon blog. J'ai créé Freelance Boost en 2014. Et j'ai commencé à partager tout ce que j'apprenais dans mon activité freelance. Et progressivement, j'ai lancé la formation. Et aujourd'hui, je fais du coaching, de l'accompagnement des freelances. Voilà. Et ça me motive à fond de pouvoir aider les freelances. Voilà. Je rêve d'un meilleur monde pour les freelances. Ça, C'est gentil. c'est gentil. Comme dit Christelle, c'est bien aimable de ta part. Non, et puis surtout, tu t'en rêves, mais tu t'agis dans ce sens-là. Et c'était pour ça aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est cool de conclure avec toi, parce que on va vraiment. Enfin, j'ai vraiment envie qu'on ait une vision un peu, tu vois, une vue d'oiseau sur, euh, sur les bonnes pratiques, les bonnes idées, tu vois, les trucs qu'on doit avoir en tête quand on est indépendant, qu'on passe de salarié à indépendant, parce que vraiment la démarche et la dynamique, elle est très différente, quoi. Elle est très différente. Et Ouais, c'est clair. C'est clair. qu'est-ce que, juste rapidement, là, si on peut partager. Alors, évidemment, dans le chat, hein, messieurs, dames, le but, vous le connaissez, ça fait 10 lives qu'on fait. J'espère que c'est acté, hein. Participation maximum. Si vous avez un truc qui vous donne envie de réagir, etc., vous n'hésitez pas. Sentez-vous libre de lever la main pour qu'on vous donne aussi la parole et tout. Bref, on est là pour discuter, interagir. Oui, Mathieu, merci David. Euh, J'ai tout donné ce matin, Loïc. Non, je suis sûr que tu en as encore. Euh, Alors, Jonathan, déjà, je voudrais que tu. Juste, est-ce que tu peux nous partager? Tu vois, tu as expliqué que toi, tu étais, du coup salarié, comme beaucoup de personnes qui regardent actuellement et qui vont regarder demain, qui vont regarder dans les prochains jours ce replay. Et tu es passé indépendant. Tu dis que tu as fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de trucs si tu devais le refaire, tu ne le ferais pas de la même façon. Euh, Bah justement, quelles sont les choses que tu ne referais pas de la même façon, tu vois, dans ton démarrage et dans ton développement? Ouais, je serais tout à l'envers. À l'inverse, en fait, euh, non, il y a des choses quand même qui étaient positives, hein. C'est le fait Mm. de passer à l'action. Mais en fait, aujourd'hui, hein, bah, c'est ce que j'explique maintenant aujourd'hui, ce que j'enseigne. C'est quand même, en gros, si on fait une métaphore, alors en faire une métaphore, moi que j'utilise en ce moment, c'est imaginons que vous, votre activité freelance, vous êtes un arbre. Essayez d'imaginer que vous étiez un arbre. Imaginez votre arbre et imaginez vos racines, d'accord? Moi, en fait, quand je me suis lancé, je pense que les racines, en fait, c'est la partie cachée. C'est par exemple définir son positionnement, pour qui je veux travailler, c'est quoi ma stratégie. C'est ce qui va faire que mon arbre il va être solide. Parce que s'il y a la tempête, il y a un orage et que j'ai un grand arbre, donc l'arbre, c'est la partie visible, on va dire. Voilà, je mets des choses en place. Mm. Mais si du coup, il y a une difficulté, j'ai des petites racines, l'arbre, il tombe. Moi, c'était un peu ça le début. C'est que
j'ai fait plein de choses, j'avais un super réseau naturellement, j'avais déjà un super réseau, donc j'ai foncé, j'ai eu des super missions. Mais comme j'ai les fondations, donc mes racines étaient très fragiles, très faibles, toutes petites, ben, mon arbre il est tombé, j'ai dû le relever. Ouais, du coup, ça t'a C'était, demandé une énergie de ouf ah ouais, à ouais. chaque fois qu'il y avait la moindre difficulté parce que les fondations étaient pas solides, étaient pas assez creusées, enfin en tout cas étaient pas assez grosses. Bah, du coup, moindre difficulté, bouh, ça faisait vaciller le bazar, quoi. C'est ça Ouais. exactement. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ce que je ferais, c'est que justement, je sais que je prendrais quand même le temps de poser les fondations, mais pas dans une logique où je passe énormément de temps d'être dans la théorie. C'est je pose les choses et après je vais sur le terrain et je teste. Ouais. Mais il faut quand même poser les choses et ça, je ne l'avais pas fait. Et bien sûr, toute la partie financement et tout, j'aurais dû en fait explorer, mais je l'ai pas, j'ai négligé. Ok. Bon, l'avantage de ça, c'est que je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille à fond, j'y suis allé à Et fond. que je trouve de Et la thune ailleurs. voilà, c'est ça. Donc, ça m'a forcé à y aller à fond. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. J'avais un état d'esprit qui était très indépendant dans le sens où je faisais tout par moi-même et j'essayais pas de m'entourer ou de. Bon, je Hmm. rencontrais des gens, mais j'avais pas une logique de me dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'être mentoré, d'être accompagné. Tout c'est mon écosystème relationnel. Aujourd'hui, Ah, c'est intéressant. vraiment aujourd'hui comme ça que je le fais et que j'enseigne. C'est très d'être vraiment bien entouré et ça, je l'avais totalement négligé. Même si j'avais des super connexions, Hmm. je n'ai pas cherché à le développer à ce moment-là au début. Et du Hmm. coup, bah, pareil, je fonçais droit dans le mur et j'avais pas beaucoup de gens qui venaient me stopper. Hmm. Alors, est-ce que j'avais fait un SWOT? Je savais même pas que ça existait. Aujourd'hui, je le fais effectivement. Un SWOT pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une grille, enfin c'est une photographie à un instant T C'est de votre. avantages, inconvénients, Ouais. risques et opportunités, Et ouais. par exemple, de ma situation actuelle et par exemple d'un scénario de dire si je faisais ça, quels seraient les avantages, inconvénients, Hmm. risques, opportunités. Et ça Euh, passe. Mais voilà. bon, enfin, en tout cas, sans rentrer dans La même le. chose sur la femme en attente, du coup, 130. Hop, c'est Claudie qui, Ah, qui laisse le micro. Mais je pense que ça ne nous concernait pas. ah d'accord. Euh, alors, du coup, je voudrais qu'on rentre un peu plus sur le sujet des fondations. Parce que du coup, ok, on parle de fondations. Toi, tu aurais posé des fondations. On parle de quelles fondations? Ouais, clairement, les fondations. Alors, c'est des choses. En fait, c'est des choses qui sont basiques. Je pense qu'on entend souvent. Euh, mais le truc, c'est que c'est pas si évident que ça à maîtriser. Pour moi, la base, c'est savoir c'est quoi le point de départ, où j'en suis aujourd'hui, quel est mon historique, quelles sont mes compétences. C'est vraiment faire un vrai état des lieux et aussi de mes forces, de qui je suis, etc. Donc, vraiment un niveau de conscience élevé finalement de nous et de notre activité, de savoir vraiment où on veut aller. Hmm. Parce que tant qu'on n'a pas le point de départ clair et le point d'arrivée clair, c'est compliqué de définir un chemin. Voilà. Donc déjà, si ces deux étapes-là, on le fait bien, on se pose, et pour ça, effectivement, il faut se poser. On a besoin de. Moi, par exemple, j'ai fait pendant mon parcours, à un moment donné, j'étais frustré de mon activité. Et il n'y avait plus d'alignement avec ce que je faisais. J'ai décidé de faire une année sabbatique avec ma femme qui avait aussi ce besoin-là. Et ça m'a permis justement de prendre le recul. On n'a pas forcément besoin de faire ça tout le temps, mais moi, à ce moment-là, j'en avais besoin. Et ça m'a permis de faire un vrai point sur moi, de voir mes faiblesses. Et j'ai vu à ce moment-là, j'ai demandé l'avis à mes proches, c'est quoi mes Hmm. faiblesses, mes forces, etc. Et une des faiblesses qu'on m'a dit, c'est que je travaille trop seul. Et je me suis dit, non, maintenant, il faut que j'apprenne à travailler plus en Hmm. équipe. Et c'était une des plus grosses décisions que j'ai prises en revenant et ça a changé vraiment radicalement ma manière de faire les choses. Et je me suis réorienté sur une activité beaucoup plus alignée avec ce que je faisais, etc. Donc, le fait d'avoir travaillé sur moi, donc d'avoir une bonne conscience de moi, mes forces, mes faiblesses, mon historique, mon expérience, mes compétences, point de départ, où je veux aller, vraiment clarté sur ma vision, etc., mes objectifs, des objectifs précis, etc. Ça, c'est la base. Tant qu'on n'a pas ça, c'est un peu, en fait, on se laisse porter par le vent et c'est le cas de beaucoup d'indépendants, malheureusement, je le constate, il y a un truc qui arrive, il y a une opportunité, je la suis. Et je discutais juste avant avec une personne, une freelance, qui me disait, j'ai réalisé pendant longtemps que je prenais ce qu'on me demandait. Non, les gens venaient vers moi, ils me proposaient quelque chose et je le faisais. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Voilà. Donc, c'est vraiment le côté Hmm. stratégique de définir, moi, qu'est-ce que je veux. Voilà. Ok. Et quand ça s'est défini, après, il reste à définir le chemin. C'est quoi les étapes? Et c'est Hmm. voilà. Donc, déjà, juste si on pose ça, ça fait partie des fondations. C'est déjà Hmm. plus simple pour avancer déjà. Alors, il y a d'autres choses, mais je vais peut-être te laisser. Bah non, mais vas-y, on peut enchaîner. Évidemment, si ça fait écho avec vous là ce qu'on dit, et si vous avez envie de réagir, faites-le. On regarde le chat. Mais tant qu'il n'y a pas d'interaction, on déroule.
on déroule. Du coup, si on rentre justement sur cette histoire de chemin, quelles vont être les prochaines étapes? Donc, je pense que c'est super important ce que tu as dit là par rapport à savoir où on est et savoir où on veut aller. Et ça, je pense pas qu'on le fait assez et qu'on se questionne assez là-dessus. Surtout en fait quand tu te lances en tant qu'indépendant, tu as t'as une première question qui est quand même: est-ce que je vais réussir à en vivre? Tu vois? Est-ce que je vais réussir à trouver assez de clients, réussir à en vivre et tout machin? C'est déjà la première hypothèse que tu cherches à valider. Est-ce que c'est déjà la bonne question à se poser? Et tu vois, c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel point est-ce Ouais. la bonne question de se poser? Bah, cette question-là, je trouve qu'elle est formulée. En fait, pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes Bah questions. ouais, Et c'est c'est vrai ça, ouais. que malheureusement, cette question, elle est un peu, il y a un point, c'est un peu une version survivant en fait, du freelance. Ouais. Est-ce que je vais réussir à en vivre? C'est côté un peu. Alors, si j'arrive à en vivre tout juste, c'est super. Alors qu'en fait, effectivement, en fonction de l'objectif qu'on va fixer, ça va déterminer le chemin. Si on Mmh. se dit, mon but, c'est de juste d'en vivre, bah, peut-être qu'on va être dans une logique plancher de tout juste nos besoins. Alors que si on se dit, moi, je vise tel objectif, bah, notre plan d'action va être Ouais. différent. Et donc, c'est pour ça que déterminer les bons objectifs, chiffrés par Mmh. exemple, financiers ou autres, bah, Mmh. ça va être essentiel pour. Ça va Mmh. déterminer beaucoup en fait comment on va passer à l'action, ce qu'on va mettre en place. Mmh. Donc, moi je dirais plutôt, en fait, ça part d'une croyance. C'est est-ce que se dire, ah, devenir freelance, je risque de galérer. Mmh. Si on est dans cet état d'esprit-là, ça va être compliqué. Par contre, si on se Mmh. dit, si je fais les choses bien, que j'aide vraiment des personnes, vraiment, Mmh. je leur apporte de la valeur, je peux avoir une activité où je serai vraiment, ça sera rentable, je serai serein, je pourrais être libre de prendre du Mmh. temps pour ce qui est important pour moi. C'est moi qui fixerai je choisirai mes clients, c'est moi qui fixe le prix, etc. Si tu pars de ce constat-là, bah, Mmh. tu vas faire un objectif qui sera peut-être un peu plus ambitieux, qui va correspondre à ce lifestyle, à ce style de vie que tu aimerais. Tu vois. Mmh. Et ça va être pareil, ça va changer la destination. Je vais passer destination. C'est beau, je te remercie. Stylé. Ouais, donc du coup, effectivement, on a donc il y a ce point de vue-là. Et donc après, quelles sont les fondations suivantes? Tu vois, on a parlé de là où tu es et de ton cap. C'est quoi les Ouais, fondations suivantes selon toi? ok. Alors là, clairement, on arrive sur l'étape que je disais, c'est effectivement, donc c'est bien de travailler, je disais, de savoir son point de départ, et justement, c'est de se dire, ben, sur quoi je vais me focaliser en termes de compétences, donc quelle va être ma Mmh. spécialité, qui je vais aider. Donc clairement, finalement, c'est définir clairement en fait son offre en fait. Mmh. Et clairement, cette étape-là, et c'est vrai que je le lis souvent dans des livres, et là, je suis en train de lire un des livres que tu recommandes, c'est Win Without Pitching, Ouais. Manifesto. Je l'ai Mmh. commencé, et pareil, premier chapitre, et c'est souvent ça le premier chapitre des livres, c'est premier chapitre, ben, il faut une spécialisation, et Mmh. c'est ça qui va déterminer la suite, parce que si cette étape-là, tu la rates, tu peux mettre toutes les meilleures techniques de Mmh. prospection, de Ouais, marketing, c'est clair. etc. Mmh. Ça sera beaucoup d'efforts, peu de résultats. Et Mmh. inversement, si ça, tu le fais bien, tu peux être dans une logique. Mmh. Bien sûr, il faut des efforts, il faut travailler, mais Mmh. tu peux arriver dans une situation où Mmh. c'est moins d'efforts, beaucoup de résultats. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que je constate, que je vois chez des personnes que j'accompagne. Donc, cette étape-là, en fait, il ne faut pas la négliger. Après, c'est un truc que tu peux améliorer constamment, que tu peux constamment Mmh. revoir, revenir dessus, affiner, etc. Ce n'est pas une fois que tu le fais dans ta vie, tu ne reviens jamais dessus. Mmh. Surtout dans l'époque dans laquelle où on est, où ça bouge énormément. Mmh. On a besoin de se réinventer, d'être attentif comment le marché évolue Mmh. et de Mmh. toujours être attentif à comment je peux mieux y répondre, quoi. Donc, ça, clairement, Mmh. c'est une étape à ne pas Est-ce que, négliger. justement dans le chat, cette notion à quel point cette notion de spécialisation, dites-nous dans le chat, c'est quelque chose que vous avez pleinement, euh, avec lequel vous êtes pleinement raccord et que vous avez vraiment mis en place, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez énormément des hésitations, des doutes, voire vraiment jamais je me spécialise? Dites-nous dans le chat, est-ce que déjà cette notion-là qui est effectivement importante. Sophie. Sophie. Oui, c'est moi. Justement, sur l'idée de spécialisation, moi j'ai du mal avec ça parce que je suis dans les services administratifs, donc c'est très très large et c'est un terme que j'entends souvent revenir, faut se spécialiser, faut se Mmh. spécialiser. Moi je sais, dans
dans les échanges de ce matin, tu parlais de soit on fait du dépannage d'urgence, soit on est salarié externalisé, soit on est expert et partenaire. Moi, ce que je vise, c'est vraiment d'être expert partenaire. Et quand j'entends spécialisation, j'arrive pas à le comprendre, à l'appréhender. Avec cette même mécanique. Ok. Oui, parce que j'ai plusieurs genres de services. Ok. J'ai qui est le partenaire expert, mais j'ai plusieurs services et la spécialisation, moi, j'ai du mal à ce qu'elle me parle, en fait. Donc, Ok. est-ce qu'on peut Ouais. utiliser un petit peu? Mais bien sûr, on va le faire. Merci. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, déjà, Jonathan? Ouais, alors Merci, effectivement, je l'ai peut-être, j'ai pas précisé. Il y a plusieurs manières. Alors, l'idée de la spécialisation, alors, on peut le formuler de plusieurs manières, parce que là, tu l'entends sous forme de qu'en gros, tu dois faire qu'un seul aspect de ton métier. C'est ça. L'idée, c'est pas forcément, il n'y a pas que cette manière-là de le faire. Il y a aussi de dire, en fait, je vais m'adresser à un type de client spécifique. Et c'est ça ma spécialisation, c'est que je suis polyvalente, genre j'ai une bonne palette de compétences, mais comme j'aide spécifiquement un type de personne précis, c'est là en fait où je vais me démarquer et être unique. L'enjeu, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux devenir unique dans un marché qui est de plus en plus complexe, où il y a de plus en plus de personnes, où l'enjeu, c'est de se démarquer et d'être unique et d'avoir plus qu'une spécialisation, c'est d'avoir une expertise qui est unique. Donc toi, est-ce qu'il y a un public type que tu aides? Par exemple, j'ai vu le LinkedIn de Christelle tout à l'heure qui s'adresse aux personnes du BTP. Moi aussi. D'accord, ok. Et en fait, là où on peut, où tu peux aller creuser ta spécialisation, tu vois, c'est dans le BTP. Ça va être quel type de client que tu vas le mieux servir, tu vois, ou quel type d'entreprise tu vas le mieux servir. Ça peut être, tu vois, un truc, parce que dans le BTP, tu vas avoir les archis, tu vas avoir les constructeurs, les artisans, tu peux avoir ceux qui font de la réponse à appel, tu peux avoir machin. Enfin, tu vois, du coup, on a tendance à se dire, bah, moi, je suis spécialisé parce que c'est le BTP. Et en fait, du coup, bah, quand tu t'adresses à des gens du BTP, bah, au final, tu es la généraliste du BTP. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas quelqu'un de. T'es pas vu pour eux comme étant quelqu'un qui va vraiment être expert de leur sujet, parce qu'a priori, tu t'adresses à tout le monde du BTP. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, voilà, toi, tu veux attirer, tu vas vouloir attirer plutôt quel type de profil? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il vaut pas mieux dire, moi, je suis spécialiste moi, je me suis spécialisé dans l'accompagnement administratif des artisans qui ont déjà des équipes bien développées, parce que pareil, tu vois, à l'intérieur des artisans, tu vas avoir ceux qui se lancent, qui sont en auto-entreprise, ceux qui ont déjà des équipes structurées et qui cherchent du coup à monter en niveau administrativement, ou alors au contraire, moi j'avais une cliente qui était pareil, qui faisait de l'accompagnement administratif comme tu le fais, et qui avait une expertise sur l'accompagnement des réponses à appel d'offres pour les architectes. Wow, Tu vois, enfin là du coup, on est sur le point de vue. Mais elle bossait aussi avec des artisans, avec plein d'autres boîtes. Mais juste du coup, comme elle avait ça, bah, ça faisait que dans le milieu des archis, c'était quelqu'un qu'on recommandait facilement parce qu'elle développait, tu vois, cette expertise-là. Tu vois l'idée? Oui, mais il faut forcément partir avec ça, parce que moi, peut-être que ça va venir plus tard par rapport avec les rencontres que je vais faire et les échanges. Mais est-ce qu'il faut forcément partir avec ça? Ou est-ce qu'on peut le faire, se recentrer à la suite d'expériences, d'échanges? Ok. Alors, moi, pour t'aider, en fait, je vais essayer d'imaginer deux cercles. En fait, tu as un petit cercle qui est vraiment, on va dire, c'est vraiment le client le plus idéal, tu vois. Et c'est le plus précis possible. Et tu imagines un deuxième cercle qui, en fait, sont les clients avec lesquels tu es prêt à travailler. C'est OK, c'est qualifié. C'est-à-dire que, après, en dehors de ce cercle-là, c'est les gens avec qui tu ne veux pas travailler. Tu vois. Si plus ton message, tu te focalises sur le client idéal, plus ton message est spécifique, plus ça va être fort et impactant et différenciant. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler avec, comme l'a dit Mathieu dans son exemple, avec d'autres choses qui sont un petit peu au-delà, tu vois. Parce que le message que ça va envoyer, c'est que elle c'est une experte. Elle, c'est vraiment, elle est experte pour ça. Et si on est un petit peu autour, on se rend compte que tu sauras quand même le faire. Et ça, c'est une situation qui arrive souvent pour pas mal de compétences, c'est que carrément. Tu vois. Donc c'est pas l'idée, c'est pas ça te ferme pas forcément des portes, c'est juste que
il y a un côté un peu plus différenciant en fait. Mm. Mais effectivement, comme tu l'as dit, moi je le vois un peu comme un entonnoir dans le chemin, c'est que tu peux tester et affiner progressivement Ouais, c'est ça. en discutant avec des gens. Et tu testes, tu vois comment ça réagit et tu vois. Et tu vois, là, D'accord. quand je te parle de l'expertise pointue, c'est pas un truc genre elle s'est lancée, elle s'est dit ah tiens moi je sais faire ça. Non, elle a fait le même cheminement, c'est-à-dire bon bah moi je préfère travailler avec des boîtes qui sont déjà un peu structurées et qui ont vraiment identifié des besoins administratifs un peu techniques. Parce que moi j'aime bien le côté technique dans l'administratif. Ok, bah donc du coup après elle identifie plusieurs cibles et tout. Et puis en fait, elle se rend compte que sur cette cible-là, bah tiens, il y a cette problématique-là qui revient régulièrement. Et puis tac, mais ça on parle d'un cheminement sur plusieurs mois, plusieurs années. D'accord, Tu ok. vois. Mais Ouais, par c'est plus contre, clair. tu vois, si tu n'inities pas le chemin, bah tu n'y arriveras jamais dans 2 ans. Et en Mhm. fait, là, tu vois, par exemple, vraiment sur le côté BTP, je trouve, c'est la même chose quand on dit, moi, ma cible, c'est les TPE, PME, c'est les TPE, PME. Ouais, ouais. Alors Ou quand c'est les vous, entreprises. Non, je rigole. ouais, c'est ça. Moi, Les particuliers. mes clients, ouais, voilà, moi, mes clients, c'est les pros ou les particuliers. Ah, bon. Donc, du coup, on est sur une très grande cible alors. Il y a besoin d'une très grande flèche. Euh, en fait c'est pareil, tu vois, quand tu dis, quand on dit BTP, il faut vraiment imaginer les personnes qui rentrent dans cette catégorie-là, bah, comment est-ce qu'ils vont être amenés à vous percevoir, ok, comme vraiment experte ou pas. Et tu peux dire, tu vois, quand on est en réunion avec des personnes qui sont pas forcément du milieu et tout, tu vois, tu es une réunion BNI ou un événement, tu peux dire que tu accompagnes les personnes du BTP. Parce qu'à la rigueur, moi, par exemple, je m'en fous, ça ne me concerne pas, tu vois, je ne suis pas dans le BTP. Donc, tu n'es pas obligé d'être vraiment spécifique. Par contre, quand tu sais que tu es au contact de personnes du secteur, c'est là où ton expertise, ta spécialisation, elle a vraiment du sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut avoir aussi plusieurs niveaux de pitch et de s'adapter à la foule, à l'endroit, là où on parle, quoi. Ouais, ouais. C'est, Ok. j'ai parlé à ta place, Ouais. Jonathan. Ouais, non, j'ai éternué en fait. Ah, c'est ça. Et je voulais justement dire un truc, en tout cas, c'est une question pour toi, Sophie, mais aussi pour les autres, c'est que si tu as une large palette de compétences, du coup, on a l'impression que tout est au même niveau, mais ce qui c'est intéressant, c'est effectivement voir déjà toi, de ton point de vue, en te connaissant toi, en t'analysant, c'est quoi là où tu es peut-être la plus performante. Ça ne t'empêche pas de tout proposer, mais de te dire peut-être c'est quoi là où je vais peut-être mettre plus l'accent. Tu vois, est-ce que tu n'as pas un des sujets où tu sens que tu as naturellement un talent plus fort, où il y a peut-être plus d'impact dans ton travail, tu vois? Ça serait intéressant de peut-être prioriser, de déjà voir en fait, tu vois, sur tes compétences, mais c'est pareil après, comme l'a dit Mathieu, sur les types de clients, tu vois, avec qui ça. C'est un peu d'analyser ça et de pas toujours tout mettre au même rang, mais de se dire qu'il y a peut-être certains sujets où clairement c'est prioritaire, où c'est peut-être plus intéressant que tu mettes plus en avant, tu vois. Mhm. Tu vois, donc hiérarchiser en fait. Tu vois. Il y avait Euh, il y avait Loïc qui disait la théorie de la spécialisation et il est en accord complet avec, mais la pratique est plus compliquée. Et Bull qui disait voilà, me spécialiser n'est pas difficile, c'est savoir qui cibler en se spécialisant qui est plus dur, je trouve. Donc là, l'inverse pour Bull, c'est que toi, tu sais sur quoi tu veux te spécialiser, est-ce que vraiment tu veux faire. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça répond qui sont les personnes qui peuvent être vraiment intéressées par cette spécialisation-là. C'est ça, Bulle? C'est ça. Ouais. Si tu peux apporter un peu de contexte. Ouais. tu- Oui, bien sûr. Et en fait, là, mon projet serait devenir sérigraphe. Donc, faire de la sérigraphie. Donc, je voudrais faire une boutique en ligne. Et quand je parle de mon projet de sérigraphie, autant il y a d'autres graphistes, parce que je parle beaucoup à des graphistes, ils me font ouais, ça m'intéresserait parce que des fois, j'aimerais bien imprimer Mm, sur des t-shirts mes créas mm. et tout. Autant des fois, on me dit ah, il y a l'équipe de foot locale, ils auraient besoin. Moi, dans ce cas, je fais ah ouais, mais je ne veux pas bosser pour une équipe locale, ça m'ouvre. Euh, Ok. c'est plus dans ce sens-là, c'est je sais pas Mm, qui en a vraiment besoin et parmi ceux qui en ont besoin, est-ce mm. que ça m'intéresserait vraiment? Ah, ça c'est intéressant. Alors du coup, Jonathan, là ça correspond vraiment au truc.
j'ai une expertise, j'ai une expertise. Est-ce que cette expertise peut rencontrer son marché, quoi? Mm. Est-ce que c'est ça? Effectivement. Ah, c'est vrai que dans ce travail-là, il y a, bien sûr, il faut, il y a en fait en parallèle, on va réfléchir justement sur ce que nous on propose et en parallèle, on va regarder le marché en fait, donc les personnes. Et l'idée, c'est de voir s'il y a un match Mm. parce que parfois, il y a certains sujets où peut-être qu'il y aura un problème de est-ce qu'il y a assez de demandes ou est-ce qu'on peut suffisamment bien en vivre par rapport, par rapport au type au niveau de prix qu'on peut facturer. Donc, dans ton cas, c'est sûr qu'il faut que tu rentres dans une phase un peu d'enquête. Et là, ce que je peux te conseiller, c'est juste d'aller discuter avec les premières personnes peut-être qui pourraient être des gens intéressés et après d'essayer de creuser, de faire quelques recherches et juste de trouver quelles sont les différentes personnes, quels sont les différents profils, entreprises qui auraient besoin de ces services-là. Et donc, plus tu auras une liste complète, plus tu sauras après vers qui tu préférais t'orienter. Et bien sûr, il va falloir aussi que tu analyses comment est-ce que tu pourrais en vivre en fait, tu vois, à quel point ça peut être rentable Le pour modèle toi. Tu vois. économique. Ouais, Et, exact. mais ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une étude de marché, mais opérationnelle. C'est dans le sens, c'est rencontrer assez de personnes et parler à assez de monde de ce que tu peux proposer et surtout de faire cette enquête en mode solution. Donc, c'est-à-dire de chercher des problèmes que tu pourrais résoudre grâce à ça. Donc euh, là, par exemple, tu vois, il y a faut écouter quand même ce que le marché te dit. Enfin, le marché, dans le sens entité, tu vois, quand tu as une demande qui vient à toi naturellement alors que tu n'as pas foncièrement fait de démarche pour aller contacter la personne et tout, mais qu'on vient à toi en disant ça peut nous intéresser et que tu ne sais pas d'où ça vient, faut quand même écouter ce filon-là. Et là, du coup, en l'occurrence, si tu as l'équipe de foot locale, même si tu t'en fous, bah, mine de rien, ça veut dire que il y a peut-être un problème à aller creuser autour peut-être des associations ou des institutions, voilà, des institutions sportives où il y a besoin de produire beaucoup de vêtements personnalisés, que ça change régulièrement, machin et tout. Enfin, tu vois, je dis peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, faut écouter ça. Faut écouter ça dans le sens qu'il faut quand même que je creuse parce que peut-être que derrière ton club de foot, en fait, il y a d'autres problématiques qui concernent peut-être d'autres sujets, tu vois. Et, euh, et peut-être que le côté créer des maillots, tu vois, ça me fait penser à tu as les maillots pour les clubs de foot, mais est-ce qu'il n'y a pas la même problématique pour d'autres trucs, tu vois, pour des boîtes qui se lancent et il y a du personnel, pour des magasins, pour des trucs, pour des machins, tu vois. Et du coup, ça te permet, tu vois, de quand même te dire, ah tiens, si quelqu'un m'a fait venir ce problème-là alors que je ne suis pas allé le chercher, c'est qu'il manque une solution quelque part. Faut que je creuse ça. Tu vois l'idée? Oui. Ouais. Et l'autre piste que tu peux aussi, en termes de rencontres, qui pourrait t'aider, c'est de dire, je discute avec quelques sérigraphes Ouais, et carrément. je leur pose des questions, je m'intéresse à eux et j'essaie de comprendre, eux, c'est quoi le type de personnes pour qui ils travaillent. Il suffit que tu le fasses déjà au moins 5, si tu le fais avec 5 personnes, tu auras déjà une idée déjà beaucoup plus précise du type classique de quels sont les types de clients, ceux qui ont des besoins en sérigraphie. Tu vois. Ça va, tu serais prêt à faire ça? Merci Jo, hein, franchement. Développer. Merci Bulle pour la question, c'est cool. J'aurais bien aimé aussi que Loïc, si ça ne te dérange pas, puisse Mais en attends, dire mais plus. d'où tu prends le contrôle là? Non mais oh. Loïc, est-ce que t'es chaud? C'est toujours chaud. Mais ouais, il est toujours au fait, Loïc. Vas-y, est-ce que tu peux donner un peu de contexte à Jonathan, Loïc? Ouais, moi je suis UX designer, D'accord. spécialisé dans les produits digitaux. Enfin, spécialisé, plus orienté dans les produits digitaux. Et là, mon cœur de cible, c'est les développeurs ou les boîtes de développement qui commencent tout juste. Parce que j'ai une contrainte, c'est qu'il faut, que je travaille que je sois en télétravail parce que je vis à l'étranger. Et donc, j'ai ciblé les jeunes développeurs parce qu'ils sont plus ouverts au télétravail et plus ouverts à l'UX de manière générale. Et donc du coup, ça c'est le contexte de Loïc. Et toi, ce que tu disais, Loïc, c'est que dans la théorie, tu es en accord complet.
tu embrasses pleinement cette. Ouais. Je me permettrais de dire que tu l'embrasses goulûment, mais Mais dans la, j'embrasse. mais dans la pratique, dans la pratique, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué dans la pratique? Juste pour qu'on en ait vraiment. C'est plus compliqué parce que moi, je ne me suis pas spécialisé dans un type de support. Je ne me suis pas spécialisé dans les sites web ou applications mobiles ou jeux vidéo ou logiciels. Et je ne me suis pas spécialisé dans un domaine, site web d'entrepreneur ou site web de BTP ou site web d'entreprise ou logiciel de gestion ou jeux vidéo en ligne, jeux vidéo multiplateforme. Tu vois, ça reste quand même très, très général. Je tape encore dans le monde digital, l'UX dans le monde digital. Donc, ça reste très peu spécialisé. D'accord. Et c'est quoi les problématiques qui sont communes des devs ou des boîtes de dev que tu résous? En fait, la problématique, c'est que les développeurs, ils sont rarement formés à l'UX et ils sont souvent poussés à développer de la fonctionnalité pour de la fonctionnalité Ok. sans forcément d'utilité finale ou de plus-value finale. Du coup, je suis là pour ramener un petit peu l'utilisateur au centre de la problématique du développement. Ok. D'accord. Et toi, parce que tu n'as pas sur ton métier, tu es large. Par contre, tu as une cible précise. Et qu'est-ce que ça pose problème? Qu'est-ce qui pose problème du coup pour toi à ce moment-là? Pour l'instant, c'est trouver des clients. D'accord. Ok. Mais c'est un peu comme tout le monde. Mais ouais, en fait, c'est juste ça. Spécialisé, je vois bien l'intérêt et tous les aspects positifs que ça peut avoir de vraiment cibler son client de manière plus précise. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas encore la pratique. D'accord. Ok. Ça marche. Je fais quoi? On continue à creuser, Mathieu, ou tu veux Vas-y, qu'on vas-y, je te laisse. Là, t'as Loïc rien que pour toi. Je te laisse vous amuser. Ah, ok. Bah, vas-y, je veux bien que tu nous en dises plus. Est-ce que tu as déjà essayé, déjà essayé des choses pour. Est-ce que tu vois des choses qui peuvent poser problème dans ta recherche de clients ou qu'est-ce qui bloque selon toi? Oula, qu'est-ce qui bloque? Combien de temps on a? Vas-y, vous inquiétez pas. Je pense que c'est en fait, si t'es OK, Loïc, pour qu'on creuse, parce que t'es quand même en direct devant tout le monde et tout machin, ça te met un peu à nu. Donc, si t'es pas à l'aise avec l'exercice, tu nous dis surtout et on arrête. Mais je trouve que c'est intéressant aussi ce mode un peu coaching creusé, parce que du coup, les questions qu'on va te poser, ça peut sûrement éveiller les mêmes questions pour d'autres personnes. Et donc, si t'es OK, Ouais, on ouais, continue ouais. de creuser. Ouais, trop cool. Donc, du Ça coup, marche. on a jusqu'à 15h. Enfin, allez, jusqu'à 15h moins 5, le temps que je conclue et qu'on dise merci à Jonathan. Donc, on a 20 minutes. Et puis, on prendra aussi, il y a aussi les autres questions et tout. Donc, on se prend 5-10 minutes avec Loïc. Ça marche, ça marche. Ok, Ouais, non, moi, j'ai un petit biais, c'est que je trouve énormément de choses très intéressantes. Et du coup, je vais vite trouver quelque chose de très intéressant et me dire, ah oui, je pourrais faire ça aussi. Ah, mais il y a ça aussi, je pourrais faire ça. Ah, mais ça serait trop cool. Et en fait, c'est un moment, je vais me dire, ah tiens, je vais aller faire un petit audit UX sur un jeu vidéo sur mon téléphone que j'aime bien et il y a des points à améliorer et je me dis, tiens, ça va apporter un peu d'expérience là-dessus et ça va être cool. Et puis après, je vais voir un site web et je me dis, ah ouais, mais ça pourrait être bien si c'était fait comme ça. Et puis après, je vais lire un truc sur les biais cognitifs dans le développement et je me dis, ah, mais il faut Ah, trop que je crée une newsletter là-dessus, c'est pas possible. Et donc là, ok, d'accord. Donc, tendance un peu à disperser. Mais du ouais, coup, ouais, si on parle maintenant de ta cible, est-ce que tu as déjà discuté avec des développeurs, tu as déjà des clients, développeurs, ouais. boîtes? hmm. D'accord. Et comment ça se passe? Genre, c'est quoi? Tu n'en as pas assez, c'est ça? Ouais, j'en ai pas assez et D'accord. en fait c'est compliqué parce que c'est compliqué d'une part parce que ma cible c'est souvent des jeunes entreprises qui débutent et elles n'ont pas forcément le budget D'accord. Mhm. pour mettre dedans et puis ils sont ouverts mais ils ont pas complètement encore intégré l'UX. Ça c'est mon boulot, mais c'est Mhm. compliqué de les faire adopter l'UX pleinement. D'accord, ok. Mhm. Alors, dans ton cas, je pense qu'on revient à la question qui était pour Bull. En gros, c'est l'enjeu de ton modèle économique, c'est quelle est la rentabilité. Tu as quand même dit quelque chose que je challengerais, c'est que tu as dit il n'y a que les
débutants, genre ceux qui sont plutôt jeunes, jeunes développeurs ou petites boîtes récentes en boîte de développement qui sont ouverts au télétravail. Et moi, j'irais challenger ça. Est-ce que c'est vraiment une vérité ou est-ce que c'est En fait, c'est une réalité du terrain pour moi. Parce que après avoir challengé des plus grosses boîtes. Alors là, tu parles petit, grosse boîte, et il n'y a pas un entre-deux là, du coup? En fait, il y a l'entre-deux. C'est souvent des boîtes moyennes, mais avec des profils dans la hiérarchie qui sont plus anciens en général. Okay. Et du coup, c'est souvent 1 ou 2 jours de présentiel par semaine. Et moi, je ne peux pas faire Rome-Paris toutes les semaines. Bien sûr. Okay. Mais dans mon modèle économique, ça ne va pas rentrer. Et dans les profils de start-up, parce que du coup, là, tu es. Parce que moi, je challenge aussi cette idée que, OK, tu as les startups qui démarrent, qui se lancent et qui sont peut-être au démarrage avant levée de fonds et tout machin. Et tu as quand même aussi les profils de boîtes qui ont fait leur première levée et qui maintenant sont prêts à investir dans les sujets de fond, quoi. Ouais. Là, sur ces boîtes-là, j'ai un gros travail de casser le préjugé à savoir que l'UX, c'est la cerise sur le gâteau, c'est une touche finale qu'il faut apporter à la fin. Et du coup, ces boîtes-là, c'est difficile de leur faire changer cet état d'esprit-là. De dire non, l'UX, c'est quelque chose qu'il faut penser dès le début du projet, quand on commence à réfléchir. OK. Vas-y, Jonathan. Ouais, en tout cas, pour résumer, dans ton cas, ta problématique, elle est plus sur... est-ce que tu as bien ciblé, en fait? Est-ce que tu connais bien, en fait, du coup, ton marché, si tu n'as pas besoin de mieux le creuser, pour t'assurer que c'est ce que tu as dit, mais moi, je challengerais parce que de ce que moi, je vois, je pense qu'il y a moyen que tu tapes sur des clients un petit peu plus de budget qui sont quand même ouverts à travail. Je pense que ça existe et je t'inviterai à l'explorer parce que je pense qu'il y a plus un blocage là que sur la question de quelle est ta spécialisation, même si ça, il faudra le travailler. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un plus grand enjeu pour toi à ce niveau-là. Voilà, je t'encouragerais à explorer plus, à creuser cette partie-là de client idéal, genre client à cibler en tout cas, pour que ce soit plus rentable pour toi. Et puis le deuxième truc dans le prolongement que j'irai creuser, c'est et c'est justement là où il y a on en parlait ce matin des différents niveaux de conscience des problématiques et des enjeux liés à notre spécialisation. Et faut se méfier quand on parle de notre marché ou de notre cible en généralisant. Il faut toujours se méfier de ça, de notre propre tendance à généraliser des choses qu'on a beaucoup constatées, hein, parce que du coup, tu as été en contact avec beaucoup de boîtes, etc. Et que du coup, tu as remarqué à chaque fois que l'UX passait après, etc. Machin et tout. Mais peut-être que tu devrais déjà contacter des boîtes où il y a potentiellement un UX designer en interne. Ouais. Et pour qui, du coup, le design est super important et qui recherchent, qui ont peut-être à un moment, tu vois, des projets très ambitieux en termes du UX et ils recherchent de la ressource et des personnes expertes encore plus pointues sur le sujet. Par exemple, tu vois. On a tendance à se dire que, et ça c'est vrai, c'est comme, ça me fait penser pareil pour, c'était Sophie. En administration, en prestation administrative, on a tendance à se dire je vais aller dans les boîtes où il n'y a pas d'administratif. Non, peut-être qu'au contraire, il faut aller trouver les boîtes où il y a déjà de l'administratif, mais où il n'y en a pas suffisamment parce que la structure est plus importante. Et donc, du coup, le besoin, il sera au contraire vachement mieux identifié et ils seront prêts plus facilement à entendre notre proposition et à être dans l'accompagnement. Et on peut, du coup, là, en plus diversifier parce que si tu t'adresses à une boîte qui a déjà pris à fond le sujet là depuis le départ, ça veut dire qu'ils ont 1 milliard de trucs à traiter, quoi. Et on amènera vraiment notre spécialité, comme dit David. Ça te parle ça ou pas? Ouais, complètement. Ça me fait plein d'axes à retravailler. C'est cool. Merci Loïc de t'être prêté au jeu. Merci Jonathan d'avoir creusé. Merci Jonathan. C'est cool.
Je te propose, Jonathan, il y avait Charlène. Alors, elle qui est sur un autre sujet, et je pense que ça peut être aussi intéressant parce que Charlène est sur. Charlène, tu nous entends, tu nous écoutes, t'es là? Oui, je Charlène, suis là. tu es là, Je suis super. là. Alors, Charlène qui est dans un métier où là, il y a une particularité assez importante, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Elle est dans le recrutement, Charlène. Beaucoup de concurrence, beaucoup de clients et beaucoup d'énergie déployée pour de la prospection. Mais bon, ça fait que 2 mois, hein, c'est pas non plus on va voir. Mais bon, voilà, c'est déçu des retours. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. On parle de gros problèmes en recrutement, mais j'ai quand même pas mal d'entreprises qui disent oh non, le bouche à oreille, ça va, non, ça va bien, Mhm. etc. Pourtant, moi, je suis sur le Narbonnais, il n'y a pas tant de concurrence que ça en Ouais, termes d'accord, ok. de cabinet. Enfin, il n'y en a pas du tout même, d'ailleurs. D'accord. D'accord. Donc, en gros, tu as essayé d'enclencher des conversations avec des potentiels clients pour toi et en gros, on te C'est dit, il n'y a ça. pas besoin, c'est ça. C'est ça. Ouais, et je suis quand même très surprise parce que je m'attendais vraiment à éventuellement qu'on me retoque sur le prix, sur quoi que ce soit. Bon, je m'y attendais, mais comme me disent non, il n'y a pas besoin. Alors là, j'avoue, ouais, je suis assez surprise. Et je vous parle de quarantaine, cinquantaine d'entreprises là. Mm. Et tu as fait combien de. Moyenne. Ouais, donc du coup, entreprise, donc une quarantaine d'entreprises, c'était quel type d'entreprise, quel type de secteur? Alors que j'ai justement tapé partout. J'ai fait beaucoup de moyennes entreprises, bâtiments, mécanique, carrosserie, parce que je sais qu'il y a un souci en termes de recrutement. J'ai fait également tout ce qui est EHPAD, CAT, cabinet comptable notamment. Mm. Et voilà. Et du coup, ton approche était plutôt directe? Oui, C'est-à-dire, oui, direct, téléphone ou physique. Hein. d'accord, c'est en gros, est-ce que vous avez des besoins en recrutement? En gros, c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Ouais, alors moi, peut-être la première question, c'est est-ce que tu n'aurais pas intérêt à avoir une démarche un peu plus ouverte, c'est-à-dire être moins dans une logique, je vous propose quelque chose, mais plutôt, j'essaie de comprendre c'est quoi vos besoins. On ne me répond pas non plus. Parce que Ah du non coup, plus, je on te fais répond des pas? démarches dans ce sens-là. Maintenant, justement, en fait, il y a, je dirais, 15 jours, 3 semaines, j'ai changé mon email de présentation quelque part. J'ai changé mon approche aussi, LinkedIn également, où je demande juste à visiter l'entreprise, à rentrer dans l'entreprise pour écouter leurs difficultés, s'ils en rencontrent. Juste là, et je m'arrête là. Et c'est sincère en plus, à mon stade justement de développement, c'est-à-dire tout début, j'ai besoin de comprendre justement les difficultés qu'ils rencontrent, même si j'ai un gros aperçu, on va dire. J'ai besoin de comprendre et on ne m'ouvre pas la porte. Ok, est-ce que tu sais, parce que là du coup, alors, on va essayer de parler de ton activité de façon à ce que ça puisse Service, oui, voilà. servir aux autres. Parce que en gros, toi, tu es dans la même, t'es dans la même situation qu'un agent immobilier, commercialement parlant. Faut se dire que c'est vraiment un peu le même sujet, c'est-à-dire que quand on a besoin de recruter, c'est un acte fort et en même temps temporaire, au même titre que quand on veut acheter et vendre une maison. Oui, oui, Et oui. donc, en gros, soit tu arrives au bon moment, et il y a effectivement en ce moment un besoin spécifique par rapport au type de profil et tout machin, soit soit c'est pas le bon moment, et dans ce cas-là, bah, vraiment, ça intéresse pas. Alors, à chaque fois, ma prospection est orientée quand je vois des offres d'emploi, bien évidemment. Je vais taper là où j'ai vu qu'il y avait des offres d'emploi sur Internet. Ouais, mais donc du coup, tu vois, moi, donc si tu demandes est-ce qu'ils ont un besoin en matière de recrutement, tu vois, ils sont déjà dans la démarche d'essayer de recruter par eux-mêmes. Oui. Donc ils n'ont pas ils n'ont pas besoin en matière de recrutement, ils sont déjà en train d'essayer de recruter par eux-mêmes. Donc ça m'étonne pas qu'ils te disent non. D'accord. Par contre, tu peux leur demander, tiens, j'ai vu votre annonce, je voulais savoir, est-ce que vous avez au moins reçu une dizaine de candidatures jusque maintenant? Vu la qualité de votre annonce, enfin moi j'imagine que vous auriez dû recevoir déjà une dizaine de candidatures. Est-ce que c'est le cas, tu vois? D'accord. Et en fait, de faire naître, tu vois, je dis pas que c'est ça, mais tu vois, dans l'angle, si tu prends, on a tendance en fait à tout de suite attaquer le besoin.
Oui. Et en fait, tu pourrais attaquer avec un angle différent qui serait de dire, bah voilà, j'ai vu l'annonce pour tel poste. Je voulais savoir si vous avez au moins eu tant de candidatures, parce que c'est un peu la moyenne normalement pour un poste comme ça dans la région. Et tu montres en fait que tu connais à la fois les stats sur la région en matière de recrutement Ouais, ouais. et tu les engages dans la réflexion autour de leur propre capacité à résoudre ce problème par eux-mêmes. Mhm. Et donc, du coup, Ouais. déjà, ça peut C'est vrai que ouvrir. Jax, moi, de par l'emailing comme à prospection, orienté question, justement. J'ai vu que vous avez, en gros, je résume, j'ai vu que vous avez un besoin sur ce poste-là. Où vous en êtes? Est-ce que vous avez des candidatures? Est-ce que vous avez le temps de les traiter? Est-ce que vous avez une personne qui s'occupe des candidatures, ou est-ce que c'est la personne plutôt en charge de l'équipe qui accompagne? Enfin, bon, bien évidemment, chaque question est adaptée en fonction de Ouais. l'entreprise, mais en gros, j'essaie de, voilà, j'arrive avec des questions. Ok, alors, Jonathan, je sais pas si toi ça. Candidats, je vais passer. Est-ce que je viens avec des candidats? Non, je viens pas avec des candidats. Non, mais toi, Jonathan, ça t'évoque quoi là, rapidement? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a parfois, c'est aussi de se dire, est-ce que ce genre de personne à quel point elle est sollicitée en fait? À quel point elle est sollicitée? Est-ce qu'elle n'est pas sursollicitée? Est-ce que ce genre de message, elle reçoit un petit peu, beaucoup? Déjà, essayer de prendre compte, essayer d'avoir peut-être ce type d'information-là, parce que si jamais c'était le cas, c'est sûr que peut-être cette cible-là risque d'être compliquée. Donc, il faudrait peut-être voir quelles seraient les différentes options en termes de cibles à explorer. Parce que c'est vrai que quand tu tapes large comme ça, et que c'est peut-être un peu flou le type de gens qui t'adressent, Ouais. en fait, en gros, c'est partir du fait que c'est difficile de mesurer ce que tu n'améliores pas. Alors, l'idée, c'est de se dire, tel type de profil, je teste, combien j'ai fait de messages, combien j'ai de résultats, combien j'ai de retours. Je teste une autre cible. Tu vois. Bien sûr, il y a aussi un enjeu de est-ce qu'il faut améliorer le message, etc. Mais c'est de se dire, est-ce que tu as plusieurs échantillons à tester? C'est peut-être ça une piste que je t'inviterai à creuser. Et l'autre, moi, c'est un conseil que j'ai donné tout à l'heure à Bulle et que je dirais pour toi et pour Loïc. Je t'invite également à avoir des conversations. Je ne sais pas si tu le fais, mais si jamais tu ne l'as pas encore forcément fait, d'avoir des conversations avec des pairs, P-A-I-R-E-S. Oui, d'accord. Pour aussi un peu sonder, eux, c'est quoi leur retour. Parce que sinon, tu es toute seule dans ton coin à tester. Tu as certains blocages qui sont peut-être des blocages peut-être normaux pour un certain type de personnes que tu t'adresses. Pour bénéficier aussi de l'intelligence collective et des retours des autres. Tout comme toi, tu peux apporter aux autres, tu vois. Oui, mais ça, pareil, ça, je le fais aussi parce que du coup, on travaille en réseau là où je suis. D'accord. Et en Ok. plus, je travaille, par contre, le peu de clients que j'ai, je dirais, je travaille avec des consultants RH. Mais Montpellier, Toulouse. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quoi les feedbacks de ceux pour qui ça marche, tu vois. Et même des Ils sont meilleurs, tous je un petit dirais. peu à mon stade aussi, du coup. Voilà, c'est ça, c'est que du coup, c'est des personnes qui ont ouvert, entre guillemets, maximum un an. Donc, du coup. Qui avait un portefeuille client déjà avant de se lancer à son compte. Moi, je suis partie de zéro, clairement. Mais en tout cas, alors, dans l'idée, Charlène, et c'est un peu pareil pour vous Dans tous. toutes les activités de service, on a les mêmes problématiques en général. Et en fait, moi, je t'inviterais à suivre le conseil de Jo qui est de réfléchir en fait en se disant tiens, moi, sur mon secteur géographique, je vais essayer d'attaquer une problématique de recrutement spécifique. Tu vois, sur une typologie soit sur une typologie de métier, soit sur une typologie de rapidité, soit parce que localement, il y a un secteur qui est particulièrement en difficulté de recrutement. Et en fait, de montrer dans un premier temps, de développer une spécialisation autour de cette problématique locale spécifique, et donc du coup de vraiment taper le secteur entier, de taper toutes les boîtes de ce secteur entier-là, et de pas et en gros d'aller explorer quelles sont localement les problématiques spécifiques avec le plus effet de levier par rapport à ce que je peux proposer comme solution de recrutement. Et parce que les problématiques sur le secteur de Narbonne, les enjeux en matière de recrutement sur le secteur de Narbonne ne vont pas être les mêmes que ceux dans le Bordelais ou ceux en Rhône-Alpes ou dans le Nord, etc. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que ton message va localement être plus rapidement entendu, parce que
tu vas principalement communiquer auprès des personnes concernées par cette problématique-là, en leur parlant de cette problématique-là spécifiquement. Et même si ça ne déclenche pas forcément sur des contrats, au moins on l'entend. Au moins ça se répercute, au moins ça se diffuse. Mais on pourra en parler pendant des heures. Et c'est le problème, c'est qu'il est déjà 52. Mais est-ce que déjà ça t'apporte des premiers éléments de réflexion, Charlène? Oui, mais je les avais déjà en tête. Bon, c'est cool. Oui, Bon, merci. tant mieux. Si ça vient conforter, tant mieux. Jonathan, du coup, hop, on a divagué et puis je te remercie de te prendre au jeu. Est-ce que là, juste pour conclure, tu vois, en termes de fondation, parce qu'on a parlé de la spécialisation et on est pas mal resté ancré là-dessus. Après, tu vas avoir, on a aussi parlé de l'offre. Est-ce que on peut conclure sur les dernières fondations, tu vois, que tu chercherais à développer? Ouais, alors, ça va être aussi un élément de réflexion et de réponse aussi à ce dernier échange avec toi, Charlène. Moi, c'est vraiment le fait de nourrir en fait son réseau, en fait, de voir son réseau comme si c'était un jardin. Et donc, toutes ces connexions, ça peut être personnel, mais aussi bien sûr professionnel. Voilà, il y a toutes sortes de cercles, en tout cas. Et c'est comme si on laissait son jardin, qu'on le négligeait, qu'on ne faisait rien, ça commence à devenir un peu la brousse, la savane. Alors que si on l'entretient, ça peut être un magnifique jardin qui porte des beaux fruits, des belles fleurs. C'est un peu pareil, c'est de se dire que je vais constamment nourrir en fait mes relations, donc anciens clients, anciens camarades, mes pairs, les gens qui font le même métier que moi, des potentiels partenaires, etc. Toutes les sortes de personnes, de constamment le nourrir. Dans ton cas, moi, je le conseille régulièrement, c'est de se dire, OK, tu as une approche directe, tu essaies de contacter directement les potentiels clients, c'est super. Parfois, est-ce que tu ne devrais pas tenter de voir, est-ce qu'en passant par ton réseau, est-ce que tu n'as pas des chemins, est-ce que par une poignée de main, tu peux atteindre une personne pour déjà avoir une conversation, histoire déjà de comprendre les problématiques, parce que tant que tu n'as pas la première conversation, c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre les enjeux. Donc, par le réseau, tu passes par quelque chose qui a une chaleur, il y a une confiance par ton réseau. Donc, de le nourrir en fait en continu, de constamment nourrir ces relations-là et de ne pas justement penser seul. Je l'ai partagé dans mon histoire, hein, vraiment penser écosystème. Faut vraiment imaginer, j'aime beaucoup observer la nature et apprendre la nature pour m'enseigner le business. Quand tu vois la nature, en fait, ils ne sont pas en concurrent les uns des autres, ils s'entraident en fait. Il y a, voilà, la permaculture, c'est ça le principe. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce que moi, je peux être permacultant pour les autres et comment les autres vont l'être pour moi. C'est vraiment une logique. Moi, je préfère dire qu'on est interdépendant qu'indépendant. On est indépendant d'une certaine manière, on n'a pas de patron. Par contre, on est interdépendant, on a besoin les uns des autres. Et je suis entièrement d'accord, ouais. J'ai développé déjà pas mal de partenariats avec un consultant en management, un coach. Très bien, ouais, non, mais c'est trop bien. Voilà. Déjà, c'est top, hein. C'est déjà top. Hein. Oui, et puis bon, je fais partie de 3 réseaux en entreprise aussi, bien évidemment. C'est cool, merci Charlène. Ouais, et donc, du coup, il y avait une dernière question de David, mais donc pour reformuler ce que tu as dit, donc la dernière brique, en fait, c'est de penser vraiment le réseau, de développer son réseau comme un écosystème, se rapprocher de ses pairs, de réfléchir à comment on peut comment on peut profiter des interdépendances avec les autres personnes qui sont sur notre écosystème, de près ou de loin. Et de faire en sorte que ça vienne nous pousser vers le haut. Et ouais, c'était grosso modo. C'est bien formulé ou pas? Yes, bah oui. Et je te propose de conclure avec la dernière question de David, parce que c'est vrai que j'ai parlé de premium et tout. Et David demande, voilà, est-ce que la spécialisation veut dire premium? Je ne sais pas si ça veut dire, mais c'est vrai qu'il y a un lien quand même. C'est que c'est vrai que plus on va être extrêmement spécifique, plus on va être dans un profil de personnes qui peuvent être extrêmement premium. Si je prends l'exemple, j'ai un ami qui me parle souvent de cet exemple-là. Je suis la seule personne qui sait résoudre des problèmes de stations pétrolières sur les risques. Genre, un truc extrêmement pointu, lui, il va facturer de 20 000 € la journée, mais c'est normal. Parce que c'est le gars qui sait gérer ce problème, il n'y en a pas beaucoup d'autres. En fait, en gros, c'est plus on peut facilement vous remplacer par quelqu'un d'autre, plus c'est compliqué d'avoir la liberté de choisir vos clients, de fixer les prix, etc. et d'être plus premium. Et plus vous êtes difficilement remplaçable, donc plus vous êtes spécifique, spécialisé, ou vous avez une personne, vous savez résoudre son problème. Voilà, en tout cas, vous avez choisi quelque chose qui est unique, plus la notion de premium va être
possible et vous êtes favorisé pour être sur, sur des prix premium et sur la posture freelance Ouais. premium. Et quand on dit freelance premium, ça veut dire vraiment d'avoir des prix qui peuvent être, non, mais qui T'as peuvent vu. être parfois le double, le triple de ce qui se fait. Ah ouais, c'est Ça peut très vite monter, quoi, de bousculer les prix vers le haut. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est la stratégie c'est l'objectif à suivre, mais en tout cas, si on veut pouvoir faire une vraie montée en gamme en matière de prix, faut passer par la case spécialisation, par la case se nicher pour celles et ceux qui le connaissent, et de se spécialiser sur des sujets où à la fois on mixe une cible qui a conscience de ce problème, pour qui c'est un vrai enjeu et qui est capable de se donner les moyens de résoudre ce problème, et matcher du coup son expertise, son savoir-faire, et la façon dont on va le résoudre à cette cible-là. Et en gros, l'intersection des deux, c'est des prix beaucoup plus élevés. Les gens sont beaucoup plus prêts à le payer. Je donne un petit exemple. Moi, je connaissais dans l'industrie une tâche qui avait que 2 mecs en France qui savaient le faire. On le payait 8 000 € de l'heure. waouh. Ouais. C'est encore plus élevé que ce que je Ah pensais. et comme dit Benoît, la spécialisation a un coût aussi. En fait, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas spécialisé? Parce que ça a déjà un coût émotionnel. Il faut prendre la décision de. C'est des années de travail, de perfectionnement, d'apprentissage pour vraiment être à la hauteur de sa spécialisation aussi. C'est pas, on se décrète pas expert numéro 1 et tout machin par l'esprit d'eux. Il faut le prouver, il faut apporter les preuves, il faut savoir assumer derrière le truc. Donc il y a aussi ça. Et tu allais dire, Benoît? Ouais, si je peux me permettre, je suis Ouais. arrivé il y a un Mais quart oui, d'heure, on donc a je vu prends que tu es arrivé à la bourre. On a tous vu. Non, juste sur la spécialisation, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. Moi, bon, j'ai du matériel qui coûte assez cher. Et en fait, entre la normalité où tous mes concurrents qui utilisent, on est sur du 2 000 – 3 000 €. Et on peut passer en spécialisation à 40 – 50 000 € juste la machine. Ouais. Donc, c'est x10. Le prix, c'est x10. Donc, forcément, si le prix va augmenter aussi à cause de ça. Ah oui, non, ouais. Alors Donc, en plus, soit avec ça effectivement, et plus l'expérience ensuite engendrée, c'est sûr. ouais, non, c'est clair. Et Voilà. la spécialisation a un coût, et c'est aussi que pour effectivement, plus on arrive sur des sujets pointus, plus on a besoin d'outils et de techniques et de méthodes qui nécessitent, pareil, arriver à un certain niveau d'expertise. Ça veut peut-être dire avoir suivi des formations, avoir testé plein de trucs et tout. Donc ça a un vrai coût. C'est une vraie démarche de long terme, mais par contre, elle est payante, quoi. Elle est payante. Et si vous pensez qu'un client va refuser de payer la spécialisation, ça veut dire que il se la paiera pas, et c'est tout. Et vous inquiétez pas que s'il en a vraiment besoin, il reviendra. J'ai eu l'exemple moi hier, Ouais, un ouais. mec qui m'a contacté en septembre, et puis que je pense que il s'est dit ouais, je vais pas me payer ça, j'ai pas les moyens, et il a pas le choix. Et arrive un moment où il a plus le choix. Et on revient à ce que tu disais ce matin, mon expert, la position d'expert. C'est ça. C'est avoir la posture la posture d'expert, et de pouvoir être. En fait, quand on se spécialise, faut qu'on conclue à un moment donné, les gens. Je suis désolé, c'est passionnant et tout, mais il est déjà 15h. Et on va te bousiller ton on après-midi. bousille mon emploi du temps. Mais c'est OK, mais ça me va. C'est l'année dernière. Mon anniversaire, tu peux nous accorder ça? Allez. Ouais. Il est où le gâteau? Il est où le gâteau et le champagne? Mais en tout cas, Jonathan, tu vois, on en parlait souvent, c'est que quand tu te spécialises aussi dans la posture que tu vas avoir vis-à-vis du client, tu poses pas les mêmes questions, tu n'as pas la même approche, et ton client, tout de suite, il le ressent, et rien que cette approche et cette posture, elle te différencie immédiatement de tous les autres, parce que tu as un angle de vue et tu as un angle de discussion qui n'a rien à voir vis-à-vis de tes concurrents et des autres qui, a priori, pourraient faire le même taf que toi. Tu approuves. Non? Oui?
C'était une question pour moi? Ah non, Ah, c'était ouais, pour David. c'était une. Non, non, c'était pour toi. Jonathan, Ah, désolé, j'ai une séance de coaching à 15h et du coup, je suis en train de- Ah putain, ouais, non, non, mais donc du coup, vous voyez que le temps, il est. Bon, alors, ce que je vous propose pour libérer Jonathan au plus vite, est-ce qu'on peut faire un maximum de pouces en l'air, de cœur, de bravo? Dites dans les commentaires, voilà. Pull up pour Jonathan. Merci à toi d'avoir pris le temps. Trop court, ouais, 1 milliard de fois trop court, Benoît, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jonathan. On te laisse Merci filer. à vous, c'était cool. Merci à toi, Matt. Et, Et est-ce que, dernière question, est-ce que David, on a transpiré comme tu as dit, tu voulais que ça transpire. Est-ce que la réponse a transpiré ouais, ça va ou pas? Pour moi, c'est bon, hein, mais ouais, c'est bon, ça vient transpirer. Ok, c'est cool. Ok, bah merci à chacun, c'était un plaisir en tout cas. Voilà, j'espère que ça a pu vous booster. Et bah, je vous dis à bientôt, hein. N'hésitez pas sur LinkedIn à continuer la conversation. Trop bien. Je vais, pour ceux qui restent, là, je vais leur donner ton Ça marche. LinkedIn. Ok. Ok, Allez, bon merci courage à Jonathan. chacun. Yes. À bientôt. Ciao. Hop. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller se mettre en contact avec Jonathan, tac, je vous mets son LinkedIn dans les commentaires. Et puis bah écoutez, messieurs, dames, c'est le moment de c'est le moment de se dire que l'Agora prend bientôt fin, hein. Et là, c'était le dernier live de la semaine, le dernier live officiel de l'Agora. Alors pour information, du coup, vous avez encore jusque dimanche soir, hein, enfin jusque lundi matin, pour continuer de consulter les vidéos qui sont disponibles. Et la semaine prochaine, on va mettre tous les replays des lives de cette semaine en dispo sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez les revoir pour celles et ceux qui souhaitent, qui sont passés à côté de certains lives. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Je vous en ai déjà beaucoup parlé à tous, mais n'oubliez pas, il y a le meet-up le 26 avril où il y a des ateliers, là c'est en physique, il y a des ateliers, il y a énormément de choses pour travailler sur votre développement commercial. Et je vous partage aussi pour celles et ceux qui souhaitent prolonger tout ce qu'on a vu, mais avec une réflexion plus axée sur leur business spécifique, on propose un diagnostic en direct de vos stratégies commerciales. Je vous mets le lien si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour votre participation. Merci pour celles et ceux qui ont joué le jeu du coaching en direct devant tout le monde, parce que voilà, c'est grâce à vous que aussi c'était interactif et qu'il y avait de la matière pour illustrer le propos. Donc merci à vous toutes et tous. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, reposez-vous bien, prenez soin de vous. On se dit à très très bientôt sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux ou dans le groupe Facebook ou au Meetup, hein, pour ceux qui veulent. On m'a demandé quelle était la prochaine édition de l'Agora. La prochaine édition, ça sera l'année prochaine. Et je peux vous dire qu'il va y avoir encore on commence déjà à travailler sur les intervenants et ça va. Je ne sais pas si on va réussir à monter vraiment d'un niveau, mais on essaye à chaque fois, hein, ok, de travailler, de monter d'un niveau. Mais en tout cas, merci à vous toutes et tous. C'était vraiment super cool. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci pour tout, Mathieu. Merci à vous. Merci. Ciao. Salut.